Qu'est-ce qui nous attache, chacun de nous, à Lautréamont? En quoi Lautréamont reste un chantier ouvert? Est-ce que c'est du temps perdu, puisqu'on peut supposer que, a priori, chacun a lu Lautréamont? Après avoir enseigné pendant 6 ans dans l'École nationale supérieure d'art, je peux vous dire que quelle joie et quel défi c'était que de leur présenter pour la première fois Lautréamont. Ah ouais, si vous dites beau comme la rencontre fortuite d'une machine à coudre d'un parapluie sur une table de dissection, il y a bien quelqu'un qui va vous dire Lautréamont. Mais si vous dites la poésie est faite par tous et non par un, déjà, ça vient d'où? Et si vous dites chaque fois que je lis Shakespeare, il me semble que je déchiquette la cervelle d'un jaguar, encore moins de monde. Il est minuit. On ne voit plus un seul omnibus de la Bastille à la Madeleine. Je me trompe. En voilà un qui apparaît subitement comme s'il sortait de dessous terre. Et quelques passants attardés le regardent attentivement car il paraît ne ressembler à aucun autre. Sont assis à l'impériale des hommes qui ont l'œil immobile comme celui d'un poisson mort. Ils sont pressés les uns contre les autres et paraissent avoir perdu la vie. Au reste, le nombre réglementaire n'est pas dépassé. Lorsque le cocher donne un coup de fouet à ses chevaux, on dirait que c'est le fouet qui fait remuer son bras, et non son bras, le fouet. Que doit être cet assemblage d'êtres bizarres et muets? Sont-ce des habitants de la Lune? Il y a des moments où on serait tenté de le croire, mais ils ressemblent plutôt à des cadavres. L'omnibus pressé d'arriver à la dernière station dévore l'espace et fait craquer le pavé. Il s'enfuit, mais une masse informe le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez. Mes jambes sont gonflées d'avoir marché pendant la journée. Je n'ai pas mangé depuis hier. Mes parents m'ont abandonné. Je ne sais plus que faire. Je suis résolu de retourner chez moi. J'y serais vite arrivé si vous m'accordiez une place. Je suis un petit enfant de 8 ans. J'ai confiance en vous. Il s'enfuit, mais une masse informe le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Un de ces hommes, à l'œil froid, donne un coup de coude à son voisin et paraît lui exprimer son mécontentement de ces gémissements au timbre argentin qui parviennent jusqu'à son oreille. L'autre baisse la tête d'une manière imperceptible. En forme d'acquiescement et se replonge ensuite dans l'immobilité de son égoïsme comme une tortue dans sa carapace. Tout indique, dans les traits des autres voyageurs, les mêmes sentiments que ceux des 2 premiers. Les cris se font entendre pendant 2 ou 3 minutes, plus perçants, de seconde en seconde. On voit les fenêtres s'ouvrir sur le boulevard et une figure effacée, une lumière à la main après avoir jeté les yeux sur la chaussée, refermer le volet avec impétuosité pour ne plus reparaître. Il s'enfuit. Lautréamont, c'est ça. Quand je l'ai découvert tardivement, puisque j'étais à Paris et je rattrapais mon retard, et j'habitais rue de Trévise. C'est-à-dire que je tournais l'angle de la rue et j'étais rue du Faubourg-Montmartre. Et il y avait cette plaque au 32 rue du Faubourg-Montmartre. Ici a vécu Isidore Ducasse, comte de Lautréamont. Et aujourd'hui, c'est un petit peu scandaleux parce que quelqu'un est venu un jour, a dévissé la plaque et est parti avec. Je considère ça comme une insulte, vraiment. Moi, ça me fait mal à chaque fois. L'anéantissement intermittent des facultés humaines, quoique votre pensée penchât à supposer, ce ne sont pas là des mots. Du moins, ce ne sont pas des mots comme les autres. Qu'il lève la main, celui qui croirait accomplir un acte juste en priant quelque bourreau de l'écorcher vivant. Qu'il redresse la tête avec la volupté du sourire, celui qui volontairement offrirait sa poitrine au bal de la mort. Mes yeux chercheront la marque des cicatrices. Mes 10 doigts concentreront la totalité de leur attention à palper soigneusement la chair de cet excentrique. Je vérifierai que les éclaboussures de la cervelle ont rejailli sur le satin de mon front. Et puis de là, vous prenez la rue Vivienne, vous longez la bourse de commerce, la Bibliothèque nationale, vous arrivez au jardin du Palais Royal. Et donc ce territoire de celui qui marche dans la journée au moins une fois pour écrire, puis qui revient dans sa chambre pour écrire, en gros, c'était une sorte de miroir en amont de ma propre vie, de mes propres chemins. Je crois que c'est pour ça que je l'ai lu avec cette intensité. Les magasins de la rue Vivienne étalent leur richesse aux yeux émerveillés, éclairés par de nombreux becs de gaz
Les coffrets d'acajou et les montres en or répandent à travers les vitrines des gerbes de lumière éblouissantes. 8 heures ont sonné à l'horloge de la bourse. Ce n'est pas tard. À peine le dernier coup de marteau s'est-il fait entendre que la rue dont le nom a été cité se met à trembler et secoue ses fondements depuis la place Royale jusqu'au boulevard Montmartre. Les promeneurs hâtent le pas et se retirent pensifs dans leur maison. Une femme s'évanouit et tombe sur l'asphalte, personne ne la relève. Il tarde à chacun de s'éloigner de ce parage. Les volets se referment avec impétuosité. Les habitants s'enfoncent dans leurs couvertures. On dirait que la peste asiatique a révélé sa présence. Ainsi, pendant que la plus grande partie de la ville se prépare à nager dans les réjouissances des fêtes nocturnes, la rue Vivienne se trouve subitement glacée par une sorte de pétrification, comme un cœur qui cesse d'aimer. Elle a vu sa vie éteinte. Alors, qu'est-ce qui est important dans Lautréamont ? Je parle toujours de l'édition Corti, parce que dans cette édition, l'état dans lequel est le mien, il y a plus de pages à la fin, c'est une suite de préfaces, c'est-à-dire de préfaces rangées par ordre chronologique. Genonceau, le premier à l'avoir édité, de Gourmont, Edmond Jaloux, Philippe Soupeau, Julien Gracq, Caillois et le texte de Blanchot. Et cette fascination à distance d'auteurs qui disent comment ils y ont trouvé cette espèce d'embryon, de noyau. Déjà, c'est une préparation magistrale. Puis en plus, vous avez Soupeau qui, lui, enquête, retrouve plus ou moins, alors est-ce que c'est fiction ou pas ? Et donc, il y a cette légende qui commence à être là de quelqu'un dans sa soupente ayant un piano, et puis sur ce piano, la nuit, composant des accords, et tentant et déclamant ses phrases, et essayant ses phrases sur légende, réalité. On ne saura jamais. Qu'est-ce qu'on sait ? Longtemps, on avait comme seule biographie celle de François Karadec. Et François Karadec s'affronte à de l'inconnu. Et vous savez que dans nos lettres, on a, par exemple, Man Ray a fait un portrait imaginaire de Lautréamont. On n'avait pas son visage. Le seul équivalent, c'est Sade. Il y a des portraits aussi imaginaires de Sade. Et donc Karadec rassemble ce qu'il peut. Et il n'y a pas grand-chose. Mais du coup, on a un livre qui est extraordinaire parce qu'on a une biographie lacunaire, une biographie qui nous désigne l'espace où s'est passé de l'inconnu, où quelqu'un inconnu a fabriqué une œuvre totalement inouïe. Alors maintenant, c'est presque le contraire. C'était un homme, Jean-Jacques Lefrère, qui était chirurgien de son métier, affligé d'insomnie, et donc Lefrère est parti sur une biographie la plus exhaustive possible de Lautréamont. Alors c'est un document de travail fabuleux pour son iconographie aussi. Les analyses du texte, je suis moins convaincu. Et par contre, il y a cette difficulté-là. C'est-à-dire que maintenant, on a l'impression que la biographie des 24 ans de Lautréamont étant tellement remplie avec plus rien à trouver d'autre, que la curiosité a comme un rideau, mais on peut le repousser. Moi, ce qui m'a aidé à le repousser, c'est que Lefrère donc, est celui qui a exhumé cette photographie d'archives, une photographie de classe, un groupe scolaire, je pense qu'on va le trouver quelque part là-dedans, et que dans cette classe, à Pau, il semble assurer que ce grand garçon en blouse grise, tout au fond, soit Isidore Ducasse. Alors cette photo maintenant est devenue iconique, et moi je me souviens que je fais un billet sur Lautréamont dans mon site, j'avais mis cette photo, elle est là, la photo. Je l'ai découpée dans un autre livre, je l'ai arrachée quelque part, et je l'ai mise en insert dans le livre de Lefrère, et que ce Lefrère m'avait envoyé un mot combinatoire. Cette photo était protégée sur Lautréamont. Il y a un livre de Bernard Marcadet, où c'est Lautréamont presque, ça aurait presque eu comme titre Lautréamont dans le sud-ouest. Mais j'adore parce qu'il y a cet amour de Marcadet pour sa région qui fait que quand il prend ce gamin, vous savez, donc élevé par son père à Montevideo, et puis à 11 ans, on l'envoie en France interne au lycée de Pau pour faire ses études. Bon, il y a une espèce de tunnel de Marcadet à Isidore Ducasse qui fait que ce livre est un enchantement. Et il y a aussi un universitaire qui s'appelle Valérie Hugot qui a fait un magnifique travail il y a quelques années. Je laisse tomber les autres. Moi j'ai une attirance, je relis plutôt Bachelard parce que là encore c'est du tâtonnement.
C'est un homme ou une pierre ou un arbre qui va commencer le 4e chant. Quand le pied glisse sur une grenouille, l'on sent une sensation de dégoût, mais quand on effleure à peine le corps humain avec la main, la peau des doigts se fend comme les écailles d'un bloc de mica qu'on brise à coups de marteau, et de même que le cœur d'un requin, mort depuis 1 heure, palpite encore sur le pont avec une vitalité tenace, ainsi nos entrailles se remuent de fond en comble longtemps après l'attouchement, tant l'homme inspire de l'horreur à son propre semblable. Alors en quoi la vie de Lautréamont, on doit presque s'en défier. C'est-à-dire, il est mort à 24 ans. Il est mort en plein pendant le siège de Paris. Par exemple, moi, le texte qui m'a le plus peut-être mis en état de choc par rapport à la biographie de Lautréamont, vous savez, c'est ces 2 grandes pipelettes que sont les frères Goncourt. Alors je ne sais plus si c'est Jules ou Edmond qui meurt le premier. Je crois que c'est Jules de Goncourt qui ensuite rend visite toutes les semaines, se rend sur la tombe de son frère, et on est dans le cimetière Montmartre, là où était porté Lautréamont. Et on est 2 jours après. Et là, dans cette élévation, vous savez que c'est la période où Paris a siégé, il n'y a plus de viande, on a mangé les chiens, on mange des rats, et on en est au point qu'on va dépecer les animaux du jardin des plantes. On va dépecer l'éléphant, la girafe. Chaque Parisien pourra recevoir un tout petit peu comme ça à manger. Lautréamont, il vit de quoi ? Il a une pension versée par son père à un notaire, et ce notaire la lui redistribue. C'est son seul correspondant à Paris, c'est sa seule ressource, cette petite réserve. Eh bien, le notaire, le courrier ne passe plus. Le notaire ne reçoit pas l'argent du père. Donc le notaire ne paye pas Isidore Ducasse. Et probablement, alors évidemment, il suffit d'une petite grippe, je ne sais pas, personne jamais saura. Mais dans quel état devait être ce gamin de 24 ans pour que, dans ce siège, la maladie l'emporte, une petite maladie, mais dans un état de famine, on ne sait pas. Il y a 3 personnes à le suivre pour le porter au cimetière Montmartre. Et quand le Goncourt survivants seront sur la tombe du frère, on voit les feux autour de Paris, les coups de canon. Et puis on voit ces convois, c'est-à-dire 8, 10 charrettes qui amènent les morts. Arrivé à l'entrée du cimetière, le cortège s'empresse de s'arrêter. Son intention n'est pas d'aller plus loin. Le fossoyeur achève le creusement de la fosse. L'on y dépose le cercueil avec toutes les précautions prises en pareil cas. Quelques pelletées de terre inattendues viennent recouvrir le corps de l'enfant. Le prêtre des religions, au milieu de l'assistance émue, prononce quelques paroles pour bien enterrer le mort davantage dans l'imagination des assistants. Il dit qu'il s'étonne beaucoup de ce que l'on verse ainsi tant de pleurs pour un acte d'une telle insignifiance textuelle. Mais il craint de ne pas qualifier suffisamment ce qu'il prétend, lui, être un incontestable bonheur. S'il avait cru que la mort est aussi peu sympathique dans sa naïveté, il aurait renoncé à son mandat pour ne pas augmenter la légitime douleur des nombreux parents et amis du défunt, mais une secrète voix l'avertit de leur donner quelques consolations qui ne seront pas inutiles, ne fût-ce que celles qui feraient intervenir l'espoir d'une prochaine rencontre dans les cieux entre celui qui mourut et ceux qui survécurent. Alors, les épisodes, vous savez, donc interne au lycée de Pau, ensuite première année de droit ou je sais pas quoi à la fac de Bordeaux, et c'est là où on a un bout, alors je vais simplifier tout ça, c'est pas notre but ici de faire des choses savantes, c'est un texte qu'on va retrouver dans le chant premier, qui est présenté à une sorte de concours d'écriture de l'université, puis après, retour à Montevideo. Et là, il y a la volonté d'être écrivain. Il obtient de son père un sursis, tu vas avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais plus, 3 ans je crois. Vas-y, va à Paris, mes ressources seront limitées, mais au moins tu tenteras ta chance. Et Isidore Ducasse revient, et ça aussi c'est fascinant, c'est-à-dire que le Paris de ces années 1870, c'est le moment où Rimbaud va venir à pied aussi de Charleville, retrouver ces beaux messieurs qui le logeront dans leur soupente parce qu'ils sont tellement heureux d'avoir quelqu'un qui participe vraiment de la poésie, au contraire d'eux, mais ils ignorent totalement l'autre qui lui se paye sa mansarde au 32 du Faubourg Montmartre, qui marche dans la rue Vivienne et qui écrit le chant premier de Maldoror
Donc il y a l'écriture d'un monstre. Alors cette écriture, ce qui est fascinant dans le premier chant, c'est qu'on la voit s'ébrouer. Elle s'ébroue de quoi? Eh bien, on prend les manuels scolaires, aux mathématiques sévères, et on fait un décalque des manuels scolaires. Les manuels scolaires vous enseignent les lois du monde. C'est quelque chose d'objectif. Eh bien, cette objectivité va faire que la monstruosité va rester objective. Beau comme un mémoire sur la courbe, que décrit un chien en courant après son maître, s'enfonça dans les crevasses d'un couvent en ruine. Le vautour des agneaux, beau comme la loi de l'arrêt de développement de la poitrine chez les adultes dont la proportion à la croissance n'est pas en rapport avec la quantité de molécules dans leur organisme s'assimile, se perdit dans les hautes couches de l'atmosphère. Le pélican dont le généreux pardon m'avait causé beaucoup d'impression parce que je ne le trouvais pas naturel, reprenant sur son tertre l'impassibilité majestueuse d'un phare, comme pour avertir les navigateurs humains de faire attention à son exemple et de préserver leur sort de l'amour des magiciennes sombres, regardait toujours droit devant lui. Le scarabée, beau comme le tremblement des mains dans l'alcoolisme, disparaissait à l'horizon. 4 existences de plus que l'on pouvait rayer du livre de vie. Je m'arrachais un muscle entier dans le bras gauche, car je ne savais plus ce que je faisais, tant je me retrouvais ému devant cette quadruple infortune, et moi qui croyais que c'était des matières excrémentielles, grande bête que je suis, va. Combat d'un cheveu dans une cave, l'assaut des poux, la prostitution à la lumière des becs de gaz. Mais l'éclairage au gaz dans la ville, c'est tout neuf. Ce qui est fascinant dans le chant 2, ce qui tendrait aussi à prouver qu'une part du chant 1 est déjà ébauchée, c'est qu'on a ces cavaliers qui galopent sur la grève. C'est-à-dire qu'à 20 ans, Isidore Ducasse probablement retrouve les sensations d'enfance, retrouve cette joie de l'Amérique, contrairement à cet enfermement de ses 11 ans à ses 19 ans, interne en lycée, et puis pas moyen de sortir. Et ces images d'océan dans le chant 2 sont omniprésentes. Alors évidemment, dès le chant 1, il y a Vieil Océan, mais c'est autre chose. C'est le poulpe au regard de soi. C'est cette immense pieuvre qui émerge de la surface. C'est la beauté des soleils couchants. C'est la violence de la tempête. Et la mer devient une figure, et pour Lautréamont, c'est le retour. Et la façon dont le monstre surgit dans la ville, c'est aussi la façon que le monstre vient pour surgir à l'intérieur, par le dedans de la ville. Donc, est-ce qu'il s'agit d'interpréter biographiquement, autobiographiquement, le chant 2 ou les figures de Maldoror? Évidemment, surtout pas. On a passé un peu cet âge-là, figurez-vous. N'empêche que ce matériau autobiographique, vous savez cette phrase de Roland Barthes, on écrit toujours avec de soi. Dans cette traversée-là, eh bien, l'aller-retour Montevideo, et puis le retour en bateau, on met 2 mois, je pense, pour traverser, au moins en tout cas 3 à 5 semaines, et c'est dangereux, est aussi une des figures structurantes du récit. Par contre, quelque chose, moi, qui m'époustoufle toujours beaucoup plus, c'est comment on retrouve, même dans Vieil Océan, je te hais, océan, tes bons et tes tumultes, mon esprit les retrouve en lui, ce rire amer de l'homme vaincu, plein de sanglots et d'insultes. Je l'entends dans le rire énorme de la mer. C'est Baudelaire. C'est-à-dire que Lautréamont est pétri de Baudelaire. C'est-à-dire qu'il prend les trucs de Baudelaire, rencontre fortuite sur une table de dissection. Qu'est-ce qu'il met sur la table de dissection? Il met les vers de Baudelaire. Et dans les vers de Baudelaire, il fait surgir la ville. D'où cet omnibus Paris-Bastille, le truc en mouvement. Mais ça, c'est déjà contenu dans les tableaux parisiens de Baudelaire. Et Baudelaire, c'est, à titre posthume, un grand best-seller. Le dernier best-seller qu'on ait eu, si on met Hugo de côté, de l'écriture poétique. Et puis ce destin de Baudelaire, de mourir à 46 ans, lui, il ne sait pas encore qu'il va mourir à 24 ans. Voici la folle qui passe en dansant, tandis qu'elle se rappelle vaguement quelque chose. Les enfants la poursuivent à coups de pierre, comme si c'était un merle. Elle brandit un bâton et fait mine de les poursuivre, puis reprend sa course. Elle a laissé un soulier en chemin et ne s'en aperçoit pas. De longues pattes d'araignée circulent sur sa nuque. Ce ne sont autre chose que ses cheveux
Son visage ne ressemble plus au visage humain. Elle lance des éclats de rire comme l'hyène. Elle laisse échapper des lambeaux de phrases dans lesquels, en les recousant, très peu trouveraient une signification claire. Sa robe, percée en plus d'un endroit, exécute des mouvements saccadés autour des jambes osseuses et pleines de boue. Elle va devant soi comme la feuille du peuplier emportée. Elle, sa jeunesse, ses illusions et son bonheur passé, qu'elle revoit à travers les brumes d'une intelligence détruite par le tourbillon des facultés inconscientes. Elle a perdu sa grâce et sa beauté primitive. Sa démarche est ignoble et son haleine respire l'eau de vie. Si les hommes étaient heureux sur cette terre, c'est alors qu'il faudrait s'étonner. La folle ne fait aucun reproche. Elle est trop fière pour se plaindre et mourra sans avoir révélé son secret à ceux qui s'intéressent à elle, mais auxquels elle a défendu de ne jamais lui adresser la parole. Les enfants la poursuivent à coups de pierre, comme si c'était un merle. Elle a laissé tomber de son sein un rouleau de papier. Un inconnu le ramasse, s'enferme chez lui toute la nuit et lit le manuscrit qui contenait ce qui suit. Alors dans les textes qui aident à entrer dans Lautréamont, il y a un livre tout à fait à part, qui est celui de Maurice Blanchot. Alors Maurice Blanchot sur Lautréamont, vous pouvez le trouver dans Faut pas, la part du feu, dans la préface à Corty, mais c'est un essai qui s'appelle Lautréamont et Sade. Et ce qui est fascinant dans le livre de Blanchot, c'est qu'il prend ça du point de vue de l'écriture. C'est-à-dire ce qui nous époustoufle, nous, c'est comment ce grossissement est possible. Comment ce livre qui se fait littéralement engouffré par sa propre cruauté. De quoi il est question? Du crime d'un adolescent. Alors évidemment, là encore, on peut contextualiser. C'est-à-dire le boucher d'Aubervilliers, les faits divers, la presse, le fait que la ville, en émergeant et en devenant ville, dans cette fin de 19e, avec ses fortifs, soit en même temps une poussée de criminalité. Vidocq. Vidocq est présent dans Mal d'Aurore. C'est-à-dire la police est celle qui, en même temps qu'elle est l'outil par lequel la société affronte contient cette poussée de criminalité, est aussi l'outil qui la révèle. C'est-à-dire le crime, c'est embourbé dans le bout de la rue, chez Rimbaud. Bien, maintenant, avec la presse, il s'étale au grand jour et il devient même ce par quoi la société crée son fantasme. Créer devant elle la peur et la nuit, mais ça, ce sera tout l'avenir du roman policier, aujourd'hui la moulinette à série américaine. Mais dans Lautréamont, cette chose-là qui est présente chez Eugène Sue, d'où ça vient, Lautréamont, il s'appelle Isidore Ducasse. Eh bien, dans Eugène Sue, il y a l'attrait au mot, c'est-à-dire ce tout petit décalage d'Eugène Sue. Ça veut dire quoi? Tu prends le personnage et t'en fais l'auteur. Si t'en fais l'auteur, toutes les exagérations sont possibles. Alors, qu'est-ce que dit Blanchot? C'est qu'il y a ce premier... on voit dans le premier chant tous ces outils des procédés, disons. En même temps, si c'était pas les chants de Mal d'Aurore, si ce n'était que des procédés, on ferait quoi? On ferait un genre de vague précurseur de l'Oulipo. Non, c'est pas quelqu'un chez lequel le procédé ou la contrainte devient le mode d'emploi du texte. C'est comment le texte, à partir du moment où on lui fixe une contrainte, va devoir la faire voler en éclats, surgir à travers la contrainte. Et dans cet effort-là, surgit l'exagération, l'excès, l'accroissement, et pour nous, cette espèce de figure noire qui est écrire le mental, écrire la pulsion du mental, écrire le mental contre la réalité, la résistance du mental à la réalité, et donc son débord jusqu'à la nuit, jusqu'au crime. La somme des jours ne compte plus quand il s'agit d'apprécier la capacité intellectuelle d'une figure sérieuse. Je me connais à lire l'âge dans les lignes physiognomiques du front. Il a 16 ans et 4 mois. Il est beau comme la rétractilité des cerfs des oiseaux rapaces, ou encore comme l'incertitude des mouvements musculaires dans les plaies des parties molles de la région cervicale postérieure, ou plutôt comme ce piège à rats perpétuel toujours retendu par l'animal pris qui peut prendre seul des rongeurs indéfiniment et fonctionner même caché sous la paille, et surtout comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Et puis donc, le tome 2, il y a cette insémination par du ralenti. Ralenti, c'est quoi quand il revient sur le bateau? Eh bien, c'est la figure de celui qui écrit. C'est-à-dire ce qui va contaminer le chant 1 pour
ouvrir les champs de Maldoror, c'est que la figure de l'homme qui écrit, qui veut composer son roman, là, tout d'un coup, s'exprime autobiographiquement, et exprime aussi la ville, exprime ses marches dans la ville, le portrait de la folle. Probablement. Est-ce qu'il est important, quand on écoute le portrait de la folle, d'imaginer un jeune type de 22 ans écoutant le portrait d'une femme dans cette détresse, comme Paris devait en porter des centaines, des milliers sur ses boulevards? On n'a pas besoin. Il y a le texte. Mais c'est ce rapport entre l'écrivain qui prend, qui apporte, et qui installe ça dans le récit en tant qu'il représente. Et ça, c'est ce qui s'établit progressivement au chant 2. Et ce que montre Blanchot, c'est comment cette figure-là, elle, va être rejouée de chant en chant, jusqu'à ce que dans le chant 6, l'écriture soit confiée à ces monstres mêmes. C'est-à-dire l'écriture n'aura même plus besoin de la médiation du locuteur. Le locuteur est devenu un de ses propres personnages, jusque dans l'excès, et donc est devenu le comte de Maldoror. Sur le mur de ma chambre, quelle ombre dessine, avec une puissance incomparable, la fantasmagorique projection de sa silhouette racornie. Quand je place sur mon cœur cette interrogation délirante et muette, c'est moins pour la majesté de la forme que pour le tableau de la réalité, que la sobriété du style se conduit de la sorte. Qui que tu sois, défends-toi. Car je vais diriger vers toi la fronde d'une terrible accusation. Ces yeux ne t'appartiennent pas, où les as-tu pris? Un jour je vis passer devant moi, etc., etc. Je suis sale, les poux me rongent. Les pourceaux, quand ils me regardent, vomissent. Les croûtes et les escarres de la lèpre ont écaillé ma peau couverte de pus jaunâtres. Je ne connais pas l'eau des fleuves ni la rosée des nuages. Sur la nuque, comme un fumier, pousse un énorme champignon au pédoncule ombellifère. Mais sur un meuble, assis sur un meuble informe, je n'ai pas bougé mes membres depuis 4 siècles. Mes pieds ont pris racine dans le sol et composent jusqu'à mon ventre une sorte de végétation vivace remplie d'ignobles parasites qui ne dérivent pas encore de la plante et qui n'est plus de la chair. Cependant, mon cœur bat. Mais comment battrait-il si la pourriture et les exhalaisons de mon cadavre, je n'ose pas dire corps, ne le nourrissaient abondamment? Sous mon aisselle gauche, une famille de crapauds a pris résidence, et quand l'un d'eux remue, il me fait des chatouilles. Prenez garde qu'il ne s'en échappe un, et ne vienne gratter avec sa bouche le dedans de votre oreille. Il serait ensuite capable d'entrer dans votre cerveau. Dans le principe de cette série, il y aurait plutôt qu'à mesure qu'on va avancer, on prendra des choses plus petites et on les ouvrira au microscope. Alors il ne s'agit pas d'une leçon sur Lautréamont, tout le contraire. Il s'agit de dire ce que Lautréamont a creusé ou ce que Lautréamont a sapé en moi et pourquoi il y a toujours le besoin d'en revenir à Lautréamont, y compris dans la difficulté de relire. Je pense qu'on fera une séance uniquement sur les poésies, mais quand je dis ça, par exemple, c'est-à-dire en quoi les figures les plus centrales du texte, par exemple ces écritures de la rue Vivienne, des boulevards, l'omnibus Bastille, des jardins du Palais Royal, peuvent vous réaspirer dans le texte et vous faire oublier les textes que vous n'aimez pas. Par exemple, tout ce qui concerne cette expression la plus directe de la cruauté, poussée jusqu'à la folie. Rappelons les noms de ces êtres imaginaires, à la nature d'ange que ma plume, pendant le 2e chant, a tiré d'un cerveau brillant d'une lueur émanée d'eux-mêmes. Ils meurent dès leur naissance, comme ces étincelles dont l'œil a peine à suivre l'effacement rapide sur du papier brûlé. Lehmann, Lohengrin, Lombano, Holzer, un instant vous apparut recouvert des insignes de la jeunesse à mon horizon charmé, mais je vous ai laissé retomber dans le chaos comme des cloches de plongeur, vous n'en sortirez plus. Il me suffit que j'aie gardé votre souvenir. Vous devez céder la place à d'autres substances, peut-être moins belles, qu'enfantera le débordement orageux d'un amour qui a résolu de ne pas apaiser sa soif auprès de la race humaine. Amour affamé, qui se dévorerait lui-même s'il ne cherchait sa nourriture dans les fictions célestes. Créant à la longue une pyramide de séraphins plus nombreux que les insectes qui fourmillent dans une goutte d'eau, il les entrelacera dans une ellipse qu'il fera tourbillonner autour de lui.
Pendant ce temps, le voyageur, arrêté contre l'aspect d'une cataracte, s'il relève le visage, verra dans le lointain un être emporté vers la cave de l'enfer par une guirlande de camélias vivants. C'est juste ça que j'avais à dire. L'autre Lautréamont est mort à 24 ans pendant le siège de Paris affamé. Il y avait 3 personnes derrière lui. Rajoutons-nous à son convoi funèbre, continuant de l'accompagner de façon perpétuelle. Dans l'absence de l'œuvre ultérieure, puisque les contes, les chants de Maldoror restent à jamais l'œuvre unique. À la semaine prochaine, dimanche. Oh, si au lieu d'être un enfer, l'univers n'avait été qu'un céleste anus immense. Regardez le geste que je fais du côté de mon bas-ventre, oui, j'aurais enfoncé ma verge à travers son sphincter sanglant, fracassant par mes mouvements impétueux les propres parois de son bassin. Oh, c'est pas des marchandises à mettre en toutes les mains.